j'ai beaucoup de chance d'être nommé ambassadeur à un bon moment, à un bon endroit, pour travailler avec des bons gens. Est-ce qu'il y a des histoires à nous raconter qui vous impressionnent le plus? Pour travailler main dans la main, pour trouver la solution à des problèmes apparemment difficiles à résoudre. Donc là, c'est le charme de la carrière des diplomates. Comment qualifieriez-vous les relations actuelles entre la Chine et la Belgique? Les relations sino-belges se trouvent au meilleur moment de leur histoire. La compréhension continue à s'améliorer entre la Chine et l'Union. Chu Xing est né en mai 1956 à Chengdu, dans le Sichuan. Il étudie à l'Université des langues étrangères de Beijing, puis à l'Institut de diplomatie de Beijing, et enfin à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est ministre à l'ambassade de Chine en France de 2006 à 2009 et devient le premier président de l'Institut des études internationales de Chine en 2010. Depuis 2014, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à l'ambassade de Chine en Belgique. En 2000, Chu Xing publie le livre 50 ans de diplomatie chinoise, retraçant les grands événements diplomatiques qui ont émaillé l'histoire de la Nouvelle Chine. Il est plusieurs fois l'invité spécial de la télévision centrale de Chine et il donne également des interviews pour l'agence Chine Nouvelle, Chine Info ou encore le quotidien belge Le Soir, durant lesquels il aborde les grands événements internationaux et décortique pour les spectateurs du monde entier les activités diplomatiques chinoises. Bonjour Monsieur l'ambassadeur Chu et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes un habitué de notre émission Rencontre, mais cette fois-ci c'est sous l'identité nouvelle, celle d'ambassadeur de Chine en Belgique, et que vous allez nous faire le plaisir de répondre à nos questions. Tout d'abord, la plupart des Chinois connaissent de la Belgique le chocolat, les schtroumpfs, etc. En fait, la Belgique, c'est aussi un pays de carrefour au sein de l'Europe de l'Ouest. Il a une position très importante géographique et aussi de nombreuses organisations multinationales et internationales ont leur siège en Belgique. Donc travailler dans un pays aussi complexe et aussi multiculturel, quelle est votre expérience et quelles sont les différences que vous avez vécues par rapport à vos précédentes expériences diplomatiques? Vous savez que j'ai beaucoup de chance d'être nommé ambassadeur à un bon moment, à un bon endroit, pour travailler avec des bons gens. À un bon moment parce que mon nomination d'ambassadeur a eu lieu au lendemain de la visite d'État que le président Xi Jinping a effectuée en Belgique. D'ensemble, le président Xi Jinping et le roi Philippe ont décidé d'élever le niveau de nos relations entre la Chine et la Belgique à un niveau de partenariat global pour la coopération amicale dans tous les domaines. Donc ça, c'était un très bon moment pour un ambassadeur d'arriver à travailler pour la promotion des relations bilatérales. Un bon endroit, comme vous avez évoqué, la Belgique se trouve géographiquement au centre de l'Europe de l'Ouest. Et c'est aussi la capitale politique de l'Union européenne. Donc c'est un endroit idéal pour les diplomates, parce qu'ici, on peut effectuer des diplomaties bilatérales, multilatérales. Il y a plein d'organisations internationales et non gouvernementales qui ont siège social à Bruxelles. Donc plein de gens intelligents avec qui vous pouvez discuter, rencontrer et aussi même débattre. Donc c'est un très bon endroit pour travailler avec des bons gens, les gens bien. Les Belges sont bien parce qu'ils ont un esprit ouvert. Ils savent comment trouver des solutions gagnant-gagnant parce que historiquement, le territoire où habitaient, où vivent les Belges aujourd'hui était un territoire qui était en proie tout le temps par les puissances aux alentours. Sans cesse, le territoire était occupé ou envahi, agressé par les puissances de l'époque, l'Espagne, l'Autriche-Hongrois, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, etc. Donc ils savent comment
vivre en harmonie avec les différentes puissances aux alentours, comment garder un esprit ouvert, de dialoguer, de trouver la solution gagnant-gagnante. Je suis très heureux d'être arrivé à ce moment-là. Concernant la différence entre mes carrières précédentes et l'ambassadeur, vous savez que j'ai enseigné pendant 21 ans à l'université, dû travailler 5 ans dans un institut de recherche. Donc, à l'université, dont le travail est simple, vous enseignez et les élèves attendent d'apprendre auprès de vous. Donc, c'est une relation très simple. À l'institut de recherche, on travaille principalement sur la documentation, les données. On fait des analyses, on développe des conclusions, on développe des scénarios pour différents problèmes internationaux. Donc c'est surtout un travail avec les données, les informations. Et en tant qu'ambassadeur, c'est surtout, il faut comprendre que tout le monde est égal, tout le monde a un sentiment qui évolue à tout moment. Donc savoir comment faire, comment se comporter avec les autres, sur la base du respect, de la compréhension, à tout moment de trouver des solutions amiables dans les relations entre les États. Comme les intérêts ne sont pas toujours les mêmes, la perception peut être différente, donc par moment il y a des obstacles. Alors quand vous rencontrez ces obstacles, il faut soit surmonter ou bien contourner. Et tout ça, ça demande une intelligence particulière pour travailler main dans la main, pour trouver la solution à des problèmes apparemment difficiles à résoudre. Donc là, c'est le charme de la carrière des diplomates. Mais votre expérience d'enseignement à l'Institut, est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière diplomatique? Ça m'a énormément aidé. Parce que j'enseignais l'histoire des relations diplomatiques, les relations diplomatiques, les relations internationales. Donc je connais beaucoup de faits historiques. Et donc ça me revient toujours en référence. Quand je trouve un problème, quand je rencontre un obstacle, une difficulté, tout de suite j'ai des réflexions, j'ai des repères dans l'histoire. L'ancien Premier ministre a pu rencontrer un problème, par quelle intelligence il a trouvé la solution et pousser en avant la solution. Alors tout ça, ça me revient constamment à l'esprit pour savoir comment travailler avec les autres pour un même but, en surmontant les difficultés ou en contournant les obstacles. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc vous avez fait l'ambassadeur de la Chine en Belgique pendant 3 ans déjà. Est-ce qu'il y a des histoires à nous raconter qui vous impressionnent le plus? Plein. En fait, j'ai eu l'occasion d'accompagner le roi Philippe pour la visite d'État en Chine. Et, vous savez, la Chine est le premier pays où le roi Philippe a visité en tant que roi des Belges. Donc, avec une délégation importante, des ministres fédéraux, des ministres présidents des régions, et tout le monde arrivait en Chine, dans plusieurs provinces ou municipalités. La dimension entre la Chine et la Belgique est tellement différente que chaque fois quand on arrive dans une province, c'est accueilli par un gouverneur. Le gouverneur commence toujours au nom de, par exemple, 50 millions d'habitants. Notre province n'est pas la plus grande, nous n'avons que 50 millions d'habitants, par exemple. Et chaque fois, ça fait un petit peu rire à nos Belges. 50 millions, c'est pas une... Parce qu'ici, en Belgique, la population totale, c'est 11 millions. Donc, on arrive à Shenzhen, les responsables de Shenzhen disant qu'au nom de 14 millions de Shenzhen, du peuple de Shenzhen, nous souhaitons la bienvenue. Donc 14 millions. Chaque fois, ils changent un regard. Oh là là, c'est ça la Chine, la dimension est différente. Comment qualifieriez-vous les relations actuelles entre la Chine et la Belgique? J'ai évoqué la visite d'État du roi Philippe en Chine et aussi la visite du Premier ministre Charles Michel en Chine. Dans toutes ces visites, lorsqu'ils avaient un entretien ou des rencontres avec les dirigeants chinois, je me rappelle très bien que le président Xi Jinping
a fait l'évaluation de la situation de l'état actuel des relations entre la Chine et la Belgique. Le président Xi Jinping a dit ceci: les relations sino-belges se trouvent au meilleur moment de leur histoire. Je pense que meilleur moment des relations bilatérales dans toute l'histoire. C'est cela l'état actuel des relations belgo-chinoises. La Belgique est le 7e partenaire commercial de la Chine dans l'Union européenne, tandis que la Chine est le second partenaire commercial de la Belgique hors Union européenne. En juin 2017, des centaines de voitures produites à Daxing, dans le Heilongjiang, étaient envoyées par train vers le port de Zeebrugge, en Belgique. Pour la première fois, des voitures construites dans le Heilongjiang rejoignaient le marché européen par liaison ferroviaire. Au retour, le convoi a acheminé des produits européens à destination du marché chinois. Dans le transport maritime, la Chine est devenue le 3e plus grand client du port d'Anvers. En 2016, le port belge a traité plus de 14 millions de tonnes de marchandises chinoises. En matière de transport aérien, une nouvelle ligne directe reliant Shanghai à Bruxelles a été mise en place par la compagnie chinoise Hainan Airlines en octobre dernier. C'est la 2e ligne directe entre la Chine et la Belgique. Le volume total du commerce sino-belge a atteint 19 milliards d'euros en 2016. En début d'année 2017, la Belgique est devenue membre de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Comment s'articule, selon vous, la coopération sino-belge? Vous savez que l'initiative La ceinture et la route économique de la soie comporte 5 dimensions ou 5 connectivités. Donc connectivité politique, connectivité infrastructurelle, connectivité financière, connectivité commerciale et connectivité humaine. Donc j'ai constaté que dans tous ces 5 domaines, les relations, les coopérations entre la Chine et la Belgique sont fructueuses. D'abord, connectivité politique. Donc il s'agit d'une coordination politique. Depuis 3 ans, donc plein de visites de haut niveau de part et d'autre. À chacune de ces visites, il y a toujours des entretiens, des visites, des rencontres. Donc dans ces entretiens, d'une part et d'autre, essayent de se faire comprendre et essayer de comprendre l'autre. Donc il y a plein d'idées échangées pour coordonner autant que possible l'orientation politique. Les échanges de haut niveau connaissent une densité rarissime depuis 3 ans. Alors concernant la connectivité infrastructurelle, vous savez, depuis 10 ans, entre la Chine et la Belgique, il existe un vol aérien direct entre Bruxelles et Pékin. Une nouvelle ligne directe est établie, a été inaugurée entre Shanghai et Bruxelles. Et à part ça, des villes chinoises de deuxième importance, comme Xi'an, comme Taiyuan, comme Shenyang, comme Tianjin, ces villes-là sont desservies par un vol semi-charter entre l'aéroport de Liège et ces villes chinoises. Donc, du point de vue maritime, des transports maritimes, le COSCO Chine, donc une compagnie chinoise de transport maritime, a massivement investi sur le port d'Anvers et le port de Zeebrugge. Vous savez, concernant le transport, la connectivité de chemin de fer, depuis 6 mois à peu près, un peu moins de 6 mois, toute la semaine, il y a de 4 à 6 trains dans le cadre de China Railway Express qui arrivent de Chine à Zeebrugge, transportant chacun de ces trains une centaine, 120 véhicules de haute gamme S90, S90, Volvo, fabriqués en Chine. Donc vous voyez que tout ça, c'est la connectivité infrastructurelle. Concernant financière, vous venez de citer, la Belgique est devenue un membre à part entière pour la banque AIIP. Donc ça, c'est une évidence de l'importance que la Belgique attache à l'initiative La ceinture et la route.
concernant la connectivité commerciale, depuis des années, le commerce entre la Chine et la Belgique a connu des progrès sans cesse. Et concernant humaine, la compréhension entre les peuples. Chaque semaine, des milliers de touristes chinois arrivent de Shanghai, de Pékin, des autres villes chinoises, à Bruxelles, à Liège. Et les universités ont établi de partenariats avec des dizaines, même centaines d'universités en Chine. Et il y a aujourd'hui 6 instituts Confucius établis dans un pays qui est la Belgique, qui n'est pas un pays sur la liste des plus grands pays, mais qui quand même compare de 6 instituts Confucius. Donc j'ai constaté que la compréhension entre le peuple chinois et le peuple belge s'approfondit sans cesse. Et vous avez bien cité plusieurs projets d'infrastructure entre la Chine et la Belgique, mais depuis 2007, la zone euro a rencontré 2 crises économiques très graves, c'est-à-dire la pression économique nationale de l'Europe est devenue de plus en plus importante. Les investissements chinois ont-ils rencontré des difficultés au sein de l'Europe, selon vous? Est-ce que vous avez constaté des craintes ou des doutes envers les investissements chinois venant de la Belgique ou de l'Europe? Vous savez que depuis 2008, depuis la crise financière globale, l'économie du monde entier en souffert en fait. Donc, d'une façon générale, les investissements étrangers sont très bien accueillis, d'une façon générale. Parce que les Belges accueillent de plein bras les investissements chinois dans le sens que les investissements chinois créent des emplois, mais aussi contribuent à la taxe. Mais si on entre un petit peu dans le détail, l'attitude est un petit peu nuancée, parce qu'il s'agit des différents secteurs, il s'agit des différentes régions. Donc l'attitude des gens de la région ou des secteurs se varie en fonction de la structure de leur économie, de la compétitivité de leur économie. Donc sur ce plan-là, effectivement, nous avons constaté des inquiétudes, des doutes, des soupçons, scepticisme, mais ça, ce n'est pas l'essentiel. Je prends un autre exemple. La Chine a fait un groupe chinois Geely qui a fait l'acquisition de Volvo Voitures. La plus grande usine de Volvo Voitures, le groupe Volvo Voitures, se trouve ici en Belgique, à Gand. Depuis l'acquisition chinoise, l'usine a vu l'augmentation de la production de à peu près d'un tiers, aussi de la création des emplois, un tiers. Donc tout ça, ça signifie que les investissements chinois sont très bien accueillis, bien que des doutes, des inquiétudes parfois existent. Mais d'où proviennent ce genre d'inquiétudes ou de ce genre de doutes? Vous savez, je prends un exemple. L'année dernière, une compagnie chinoise, la compagnie un petit peu électricité de Chine, State Grid, c'est la compagnie d'État chinois pour le réseau de la distribution électrique, souhaitait investir dans un réseau dans la partie nord de la Belgique. Les compagnies ont négocié, ont signé des MOU, même ont signé des accords. Et au dernier moment, le dossier était un petit peu politisé. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avec la compagnie chinoise, comme il s'agit d'une compagnie d'État, alors si c'est une compagnie d'État chinoise qui s'installe dans un secteur aussi important qui concerne la vie courante de la population, si jamais la Chine avait l'intention de porter atteinte à la sécurité de l'État, si jamais la Chine souhaite dérober la technologie, donc tout ça, ça devient un petit peu politisé. Alors je disais à mes amis belges,
Si vous dites à un Chinois que la Chine souhaite apporter atteinte à la sécurité de la Belgique, ça fait rire les Chinois, parce que on considère toujours la Belgique comme un ami, jamais comme un adversaire. C'est un ami. Donc dans la culture chinoise, on n'a pas cette notion de porter atteinte à qui que ce soit. Un enseignement du Confucius, c'est on ne fait jamais à autrui ce qu'on ne souhaite pas que les autres nous fassent. Et concernant soi-disant la haute technologie, je dis que aussi ça fait encore plus rire aux Chinois, parce que la Chine est un pays très étendu. La distribution d'électricité est parfaitement assurée en Chine. Pour maintenir le bon service d'un réseau tellement grand, quelle haute technologie les Chinois devraient maîtriser? Si jamais la Chine est intéressée par une technologie, la Chine est disposée d'entrer en contact pour acheter. Si vous achetez, donc vous développez, vous demandez, vous sortez un prix, la Chine négocie. Si tout le monde est d'accord, on en achète, sinon, c'est pas grave. On met l'argent dans la recherche et le développement. Tôt ou tard, on aura la technologie. Donc vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à cet égard. Donc j'explique à mes amis belges. Là, c'est un exemple d'où viennent les inquiétudes, les soupçons. D'accord. Après l'attentat de mars 2016 à Bruxelles, donc tout le monde se pose la question de la sécurité en Europe, surtout en Belgique. Donc d'après vous, la Belgique est toujours sûre et l'Europe est toujours sûre? Notre monde aujourd'hui est un monde globalisé. Le terrorisme est un fléau universel, malheureusement. Donc aucun pays ne peut prétendre à ce qu'il soit 100% à l'abri de la menace terroriste. Dans ce sens, la Belgique est aussi bien assurée, aussi bien sécurisée que les autres pays. Et en plus, surtout dans l'espace Schengen, donc il y a libre circulation des êtres humains, des véhicules. Malheureusement, parmi ces véhicules, ces êtres humains, il y a des terroristes. Si la menace existe encore, ça existe partout en Europe, d'une façon plus large, partout dans le monde. Donc pour les touristes chinois, je pense qu'il n'y a pas de raison particulière pour s'inquiéter. Donc soyez les bienvenus en Belgique, il n'y aura pas de problème majeur. La menace est là, mais il n'y a pas de quoi dramatiser. Mais est-ce que cela va influencer les afflux des touristes chinois? Pour le moment, de l'attentat du 22 mars à l'année dernière, effectivement, parce que en Belgique, c'était le niveau d'alerte, niveau 4, donc le niveau maximum de la menace terroriste. Donc les magasins étaient fermés, les métros sont arrêtés, les matchs football ont annulé. Et je pense que depuis, donc, la situation est très vite normalisée. Donc l'ambassade a organisé au moment du Nouvel An, l'année dernière et cette année, des parades chinoises sur la grande place, ici à Bruxelles, avec des milliers, des dizaines de milliers de gens. Donc tout est normal, rien de particulier ne s'est passé. Donc je ne vois pas pourquoi on doit éviter. En plus, la Belgique, Bruxelles, Bruges, donc le pays est une destination incontournable pour un touriste chinois qui souhaite venir faire un circuit en Europe. Et M. Thieu, dernièrement, certains estiment que les relations entre la Chine et l'Europe vont entrer prochainement dans une étape de lune de miel. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas très enthousiasmé par l'idée de la lune de miel pour décrire les relations internationales. Vous savez qu'en général, la lune miel signifie la courte période après l'établissement d'une union. Entre l'Union européenne et la Chine, les relations diplomatiques ont été établies il y a plus de 40 ans. L'orientation générale est bien maintenue donc, vers un partenariat global stratégique, l'approfondissement de la compréhension de la coopération. Et je trouve actuellement qu'il y a un problème assez important, un problème assez de taille
entre la Chine et l'Union européenne, c'est que le mécanisme de sommet entre la Chine et l'Union européenne, qui devrait être un mécanisme de solution et qui devient plus ou moins comme un mécanisme de problème. Chaque année, il y a une rencontre au sommet entre les dirigeants chinois et les dirigeants de l'Union. Donc avant cette rencontre de sommet, il y a toujours du côté de l'Union européenne une délibération interne entre 28 pays, jusqu'aujourd'hui. Peut-être 2 ans plus tard, ce sera 27, mais aujourd'hui c'est 28. Donc il suffit qu'un de ces 28 pose une question à la Chine, que l'Union pose la question à la Chine. C'est-à-dire que pour poser une question à la Chine, un des 28e suffit. Alors pour adopter une décision en faveur de la Chine, il faut avoir l'accord de 28 États membres. C'est l'unanimité. Donc c'est-à-dire que chaque État membre détient un veto. Alors donc de façon que cette réalité se traduit dans les relations comme chaque fois quand les dirigeants des deux côtés rencontrent, l'Union vient toujours avec une longue liste parce qu'il y a 28 pays qui posent des questions. Mais pour adopter une décision en faveur, parfois c'est même pas en faveur de la Chine, c'est l'accomplissement, respect de l'engagement pris concernant, par exemple, l'article 15 de l'adhésion de la Chine à l'OMC. Selon cet article, la Chine acceptait la pratique pendant 15 ans, la pratique des pays analogues pour juger si un produit est aidé ou non par une approche de temps plein. Mais cet article est arrivé à son terme au mois de décembre l'année dernière. Donc à peu près 1 an. Donc ça c'est tout simplement le respect de l'engagement pris. Mais rien que ça, l'Union n'a pas encore respecté 1 an après. Donc je suppose que c'est un problème assez grave qui empêche le développement davantage des relations entre l'Union et la Chine. Et je pense qu'il y a des raisons structurelles du côté de l'Union européenne. Parce que l'intégration de l'Union européenne est en progrès. C'est un processus inachevé. Donc, quelles sont les compétences au niveau de l'Union? Quelles sont les compétences au niveau des États membres? Ce n'est pas tout à fait clair, surtout dans la pratique. Donc, avec qui il faut que la Chine travaille? Avec l'Union ou avec les États membres? Alors, la Chine décide de travailler au niveau de l'Union, au niveau des États membres, mais aussi au niveau de sous-régions, par exemple avec l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Mais ça crée aussi des doutes, des inquiétudes auprès de l'Union. Disons que est-ce que la Chine ne procède pas à diviser la Chine? Donc là, il y a des raisons, je disais, il y a des raisons structurelles, il y a des raisons psychologiques, il y a aussi des raisons de changement de l'orientation politique au rythme des élections. Parce qu'il y a 28 pays. 28 pays, chaque année, il y a des élections fédérales, nationales, régionales, législatives. Donc toute la politique est poussée en rythme de ces élections. Et donc ça pose des problèmes. Mais ceci dit, encore une fois, c'est important, l'orientation générale est bien maintenue. C'est-à-dire que la coopération continue à s'approfondir, la compréhension continue à s'améliorer entre la Chine et l'Union. Donc notre émission touche à sa fin. Merci Monsieur l'ambassadeur de vos éclairages et de vos analyses. Merci beaucoup. Merci.